Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Donc, c'est une nouvelle présentation qui constitue la suite de la dernière et qui avait porté sur les principes budgétaires. La dernière fois, on avait dit que le droit budgétaire est basé sur quatre grands principes. Le principe de l'annualité, le principe de l'unité, le principe de l'universalité et enfin le principe de la spécialité. Et on avait eu l'occasion d'expliquer les deux premiers, c'est-à-dire l'annualité budgétaire et l'unité budgétaire. Et si vous vous rappelez, on avait dit que ce sont des principes classiques qui ont été inventés, qui ont été conçus sous l'ère de l'état gendarme et des finances publiques classiques. Alors pour les garder, les utiliser aujourd'hui, on a dû les adapter, on a dû les modifier, les aménager. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour chaque principe? On a traité d'abord le contenu, ou bien sa portée, et par la suite, on a mis l'accent sur ses exceptions, ou bien sur les aménagements qui lui ont été apportés pour qu'ils soient plus ou moins adaptés avec les finances publiques modernes. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la suite, c'est-à-dire sur deux autres principes, à savoir le principe de l'universalité et enfin le principe de la spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de l'universalité budgétaire? Alors, le principe d'universalité, ça veut dire que le budget doit comporter toutes les ressources et toutes les charges. C'est-à-dire, le budget doit relater la situation financière exacte, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Donc, on doit tout retrouver à l'intérieur de la loi de finances. On peut dire la chose autrement, rien ne doit se faire en dehors du budget. C'est-à-dire les recettes que l'État doit avoir doivent être inscrites dans le budget et les dépenses que l'État va devoir faire doivent être faites à travers le budget. Donc tout se fait dans le budget, par le biais du budget et à travers le budget. Pourquoi? Parce qu'on considère que si on effectue des opérations budgétaires en dehors du budget, ça pourrait constituer une source de malversation, de corruption, ou de vol ou de détournement. Alors c'est pour cela, pour assurer une bonne gestion, une gestion saine des finances publiques, des recettes et des dépenses de l'État, on a imposé à l'exécutif de faire toutes les recettes et toutes les dépenses à l'intérieur du budget. Donc comme vous pouvez le constater, l'objectif c'est de présenter clairement le total recette et le total dépenses de l'État. C'est aussi d'assurer la sincérité et la transparence de l'acte budgétaire. Si on aimerait trouver un synonyme au concept de l'universalité, on peut tout simplement et facilement utiliser le mot transparence. C'est le principe de la transparence budgétaire. Rien ne doit se faire en dehors du budget. Alors, l'adoption de ce budget, de ce principe, aurait pour effet de interdire, de lutter contre deux pratiques. La pratique de la compensation et la pratique de la gestion occulte. Donc le principe de l'universalité interdit ces deux pratiques, la compensation, la gestion occulte. Commençons d'abord par la première pratique interdite, à savoir la compensation. Et d'entrée de jeu, nous disons que ici, le mot compensation n'a rien à voir avec la caisse de compensation. La caisse très connue, très célèbre, qui consiste à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens sur un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité. Ça n'a rien à voir. Ici, la compensation, ce n'est pas la caisse de compensation, c'est autre chose. Donc c'est quoi exactement? Alors, pour comprendre la compensation, on va donner deux exemples, deux cas. Alors le premier cas, le premier exemple le plus connu, c'est comment, dans la loi de finances, on pourrait présenter la situation budgétaire d'un service financier. Et notamment les services fiscaux qui assurent le recouvrement des recettes, mais qui occasionnent en même temps des dépenses. Je simplifie l'exemple autrement. Prenons le cas de la Direction générale des impôts. C'est la direction qui est chargée, avec le Trésor, avec les douanes, qui est chargée de recouvrement d'un certain nombre d'impôts et taxes. Mais pour assurer ce recouvrement, cette perception, cette entrée de recettes, la direction occasionne des dépenses. Elle fait des dépenses pour recouvrer. Elle fait des dépenses pour avoir des recettes. Comment donc on va présenter la situation financière budgétaire de ce service? Est-ce qu'on va présenter la totalité de recettes?
et la totalité des dépenses qu'il a occasionnées, ou bien on va juste présenter les recettes, mais après soustraction des dépenses qui ont été occasionnées par la perception. C'est-à-dire, est-ce qu'on va présenter le produit brut ou le produit net? Le Maroc a opté pour le produit brut. C'est-à-dire, on va présenter la totalité des recettes encaissées et on va présenter la totalité des dépenses occasionnées lors de cet encaissement. Donc, on ne va pas faire de lien et de compensation entre les recettes et les dépenses de ce même service. Le deuxième exemple qu'on peut donner, imaginons que c'est un entrepreneur qui a exécuté un marché pour l'État. Par exemple, il a construit une école pour l'État. Et donc l'État lui doit de l'argent. Il lui doit, on va dire, par exemple, 200 millions de dirhams. Mais cette même personne, cet entrepreneur, doit à l'État un impôt. Par exemple, un impôt sur les sociétés. Et on va dire que c'est l'équivalent de 50 millions de dirhams. Donc voici la situation. L'État doit à l'entrepreneur 200 millions de dirhams. Et lui, l'entrepreneur, doit à l'État 50 millions de dirhams. Est-ce que l'entrepreneur peut faire la compensation entre ce que lui, il doit à l'État et ce que l'État lui doit? C'est-à-dire, il va se dire, puisque l'État me doit 200 millions de dirhams, et moi, je lui dois 50 millions de dirhams, c'est pas la peine que je paye. C'est pas la peine que je paye, et l'État va faire la compensation, et il va me verser 150 millions de dirhams qui restent. Non, c'est interdit. Il n'y a pas de compensation entre les recettes et les dépenses. Il doit payer à l'État ce qu'il doit à l'État et il doit attendre que l'État lui paye ce qu'il lui doit. La deuxième pratique interdite, c'est la gestion occulte. Et comme vous pouvez le constater, l'adjectif est clair, c'est une gestion plus ou moins cachée, dans les coulisses. C'est quoi la gestion occulte? Alors, d'abord, c'est une petite définition, puis je vous donne un exemple historique. C'est une opération de dépenses hors budget. C'est une opération de dépenses et même de recettes hors budget. Lisons ensemble l'exemple. On va découvrir c'est quoi la gestion occulte. Alors, remarquez, c'est un ministre de la Marine française qui n'avait plus de crédit, qui n'avait plus d'argent pour ériger et pour faire une statue. Et cette statue devait représenter Chasse-le-Loba, qui était un ministre de la Marine sous Napoléon III. Donc voilà, un ministre de la Marine qui voulait faire une statue à la mémoire, à la gloire d'un autre ministre de la Marine qui était sous Napoléon III. Mais il n'avait pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le bronze de vieux canons qui n'étaient pas du tout utilisés et qui étaient déposés dans son département. Il a offert ce bronze à une société qui a fait fondre ce bronze et qu'on a fabriqué la fameuse statue du ministre de la Marine. Comme vous pouvez le constater, on n'a rien caché, on n'a rien volé, on n'a rien détourné. Mais c'est une opération interdite. Pourquoi? Parce que aussi bien la vente du bronze que l'opération de financement de la statue, les deux opérations ont été faites en dehors du budget et c'est interdit. C'est quoi la règle dans ce cas? Ce ministre aurait dû vendre le bronze aux enchères publiques, verser le montant dans le budget de l'État. Alors la recette rentre dans les caisses de l'État, rien n'est hors budget. Ensuite, il aurait pu demander des crédits supplémentaires pour faire ériger la statue. Et dans ce cas, le ministère des Finances lui accorderait de nouveaux crédits. Et donc les dépenses vont sortir des budgets de l'État. Ce que lui a fait, ce sont deux opérations de recettes et de dépenses en dehors du budget de l'État. C'est interdit. Il n'y a pas de transparence. Alors si ce ministre a utilisé la technique pour une bonne cause, quand même, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser pour une mauvaise cause. Pour détourner par exemple. Le dernier principe sur lequel nous allons nous arrêter, c'est le principe de la spécialité budgétaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le principe de la spécialité budgétaire? C'est un principe qui signifie que les crédits, c'est-à-dire les dépenses, les prévisions de dépenses, sont subdivisés, sont répartis selon leur destination. Les crédits, les dépenses sont subdivisés, sont répartis, d'accord, répertoriés, pourquoi pas,
selon leur destination. Donc nous avons des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement. À l'intérieur des dépenses de fonctionnement, nous avons le personnel, nous avons les dépenses courantes. Nous avons le remboursement de la dette, à titre d'exemple, le financement d'un certain nombre de projets d'investissement, etc. Donc chaque dépense a une destination précise. A une destination précise. Et comment on va déterminer cette destination? Comment on va la faire ressortir? C'est en divisant la loi de finances en chapitres budgétaires. Donc le chapitre budgétaire, c'est l'unité de base de la loi de finances. La loi de finances est divisée en plusieurs chapitres et chaque chapitre correspond à une catégorie de recettes ou de dépenses. Alors là, on parle de dépenses. Donc chaque chapitre correspond à une catégorie de dépenses, le personnel, le matériel, l'investissement, la dette, etc. Donc c'est une ventilation de la loi de finances sous forme de plusieurs chapitres et chaque chapitre est destiné à un type d'opération. Donc lorsque la loi de finances est votée par le Parlement, on sait d'ores et déjà la destination de chaque dépense. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Malheureusement, il y a pas mal d'exceptions. Alors la première exception, c'est ce qu'on appelle les virements de crédit. Les virements de crédit. Alors là, le mot virement n'a rien à voir avec les virements bancaires, les virements de salaire, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire virement de crédit? Ça veut dire que au cours de l'année budgétaire, et après autorisation et après vote de la loi de finances, le gouvernement a le droit de modifier chaque chapitre budgétaire déjà voté, déjà arrêté, de le modifier dans la limite de 10%. Donc à l'intérieur de chaque chapitre budgétaire, le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre, d'une liberté de changer, de modifier les dispositions, mais dans la limite de 10%. Dans chaque chapitre, 10% dans chaque chapitre budgétaire. D'accord? Par exemple, je suis le ministre de l'enseignement et dans le chapitre relatif au personnel, j'aimerais faire un changement, une modification, un virement qui ne dépasse pas 10% du montant global de ce chapitre. Je peux le faire. C'est possible. Donc c'est 10% dans chaque chapitre maximum. Alors pour faire, il y a une procédure. C'est le ministre des Finances qui décide du virement, mais sur proposition du ministre concerné, lorsqu'il s'agit d'une dépense de fonctionnement. Mais c'est le chef du gouvernement qui décide du virement, sur proposition du ministre concerné, dans les chapitres d'investissement, pour les opérations d'investissement. Donc, même si le chapitre est déjà voté, il est arrêté, sa destination est d'ores et déjà connue et arrêtée et définie, mais on peut le changer au cours de l'année sans avoir l'autorisation du Parlement. Sans l'autorisation du Parlement, mais dans la limite de 10%. Si on aimerait changer au-delà de 10%, on doit faire une loi de finances rectificative, mais pas un virement de crédit. Une autre exception est très importante cette fois-ci, beaucoup plus importante que les virements de crédit, ce qu'on appelle dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Ça, c'est un chapitre de fonctionnement. Et on le qualifie en général de chapitre réservoir. C'est un chapitre qui se trouve à l'intérieur de la loi de finances et qui n'a pas de destination précise. Donc, c'est une exception au principe de la spécialité. Il n'est pas spécialisé. Il n'est pas destiné. Il n'est pas affecté à une opération. Non, c'est de l'argent libre qui est déposé dans un chapitre. Mais pourquoi on va déposer de l'argent libre dans ce chapitre? C'est au cas où. C'est-à-dire au cours de l'année, s'il y aurait des problèmes sur des chapitres de fonctionnement ou bien des insuffisances sur des chapitres de fonctionnement, eh bien on va puiser dans ce chapitre. On va prendre l'argent qui se trouve dans le chapitre dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Par exemple, au cours de l'année, on a besoin de plus d'argent pour recruter plus de jeunes, hein, pour faire appel ou bien pour faire face à une attente sociale. Alors dans ce cas, on peut le faire. On prend l'argent de ces dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Et ce chapitre, il est géré par le chef du gouvernement. C'est-à-dire, c'est lui qui donne l'autorisation de l'utiliser. La dernière exception,
c'est ce qu'on appelle le chapitre des charges communes. Ou bien je peux changer le terme, des dépenses communes. Alors là, c'est l'adjectif commune qui est très important. Dépenses ou bien charges communes. Alors c'est quoi des charges communes? Tout simplement, c'est un chapitre qui retrace des opérations qui seraient réalisées par plusieurs départements ministériels. Je reprends, c'est un chapitre qui retrace des opérations qui seraient au cours de l'année budgétaire réalisées pas par un seul département, mais par plusieurs départements budgétaires, départements ministériels, pardon. Alors dans ce cas, où est-ce qu'on va mettre l'argent relatif à cette opération? Sur le compte de quel ministère? Sachant que plusieurs ministères vont contribuer à la réalisation de la même opération. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée un chapitre qui s'appelle chapitre des charges communes et on met l'argent relatif à ces opérations, à ces charges communes dans ce chapitre. Donc on ne va pas l'inscrire sur le compte d'un ministère particulier, mais sur un compte général ou bien sur justement qui s'appelle les charges communes. Alors la gestion de ce chapitre est faite par le ministre des Finances, mais sous le contrôle et sous l'égide du chef du gouvernement. Donc, comme vous pouvez le constater, avec les charges communes et avec les dépenses imprévues et dotations provisionnelles, nous sommes face à deux chapitres qui, en réalité, n'ont pas de destination précise. Les dépenses imprévues et dotations provisionnelles, c'est de l'argent totalement libre et au cours de l'année, on va l'affecter à une opération. Les charges communes, il n'est pas destiné, il n'est pas spécialisé, il n'est pas affecté à un ministère, mais à plusieurs ministères. Voilà, donc j'espère que cette présentation a été plus ou moins claire et on reviendra sur d'autres éléments la prochaine fois. À la prochaine.